Voilà, vous avez dû voir la petite alerte. Je vous laisse le temps de l'envoyer dehors. Et puis, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents ce soir pour la première rencontre de la FHQ pour l'année 2024, la première de nombreuses. On a quand même beaucoup d'activités pour vous, de formations, de rencontres, de congrès, tout ça, ça va s'en venir. Et ce soir, on est choyé de recevoir Madame Julie Marchand, qui représente, qui nous est prêtée par l'AQLPH, québécoise de loisirs pour les personnes handicapées, qui va nous parler justement de ces notions d'inclusion, des manières de prendre en compte les personnes handicapées dans vos activités. Euh, c'est l'ambition des sociétés d'histoire d'être le plus ouverte, de proposer des activités les plus facilement adaptables à un public large pour justement qu'elles soient adaptées par tous et par toutes, et que hop, chacun trouve une activité qui lui convienne. Et c'est un des mandats que se donne la QLPH. Julie, qui est là ce soir, vient du milieu culturel. Elle a fait ses armes dans le loisir culturel. Elle a notamment travaillé en Mauricie à l'unité régionale loisirs et sport. Et cette combinaison loisirs et inclusion va être un des atouts qu'on a ce soir. La présentation de Madame Marchand devrait durer environ 1 heure. Je vous propose de garder vos questions pour la fin. Vous pouvez les écrire de votre coin ou même les écrire dans le chat. On les prendra les unes après les autres. Et puis, Julie nous confiera quelques heures ou les jours suivant la rencontre, son matériel et son support visuel, ainsi qu'une boîte à outils qui est fournie par la QLPH. Julie, la parole est à vous. Exact. Je te remercie. J'espère que vous allez bien. Moi, je termine ma semaine avec vous. Je termine en beauté. C'était une belle grande semaine. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de ralentir mon débit. J'ai tendance à être un petit peu rapide. Je vous le dis tout de suite. Je vais commencer par vous partager mon écran. Donc, en théorie, tout devrait être beau de votre côté. Parfait. Magnifique. Alors, la thématique ce soir, mieux comprendre l'inclusion pour mieux agir. Ce soir, là, on est ensemble pour 1h30 environ, 1h30. C'est quand même court. C'est vraiment plus une sensibilisation qu'on va faire ensemble ce soir. Comme Jean le disait, j'ai été longtemps en milieu scolaire, j'ai été aussi à l'URLS de la Mauricie, je suis à la QLPH. Je m'occupe du dossier formation, mais aussi au niveau des camps de jour. Voilà, on part tout ça. Ce qu'on va voir ce soir, là, j'ai fait trois sections. Premièrement, je vais vous présenter la QLPH, nos partenaires. Ensuite, on va tomber dans le plus gros morceau de la soirée, qui est une introduction aux loisirs inclusifs. Puis, on va terminer là, avec une conclusion des outils, puis aussi la période de questions. Alors, nos objectifs pour cette formation, ça va être de comprendre les concepts qui entourent l'inclusion, soit le handicap, l'expérience inclusive de loisirs, puis aussi l'accès inclusif. On va aussi tenter de développer vos réflexes d'accueil, d'approche, puis d'intervention en favorisant bien sûr l'inclusion. Tout d'abord, la présentation de la QLPH. Qui sommes-nous? Alors, nous avons pour mission de regrouper, concerter, représenter et outiller les acteurs clés des différentes régions du Québec qui œuvrent à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées, et tout ça en se positionnant comme leader et facilitateur. Alors, nous avons des instances dans chacune des régions. Je suis certaine que vous en reconnaissez. On a des ARLPH, des IRLPH, parfois c'est des URLS. Dans toutes les régions, là, il y en a, ils sont présents. Donc, vous pouvez aussi vous référer à eux pour différentes demandes. Dans chacune des régions, oui, il y a la portion loisirs personnes handicapées, mais ils offrent aussi toute autre chose là, qui peuvent être très intéressantes là, pour vous, les sociétés d'histoire. Commençons. Le gros du sujet ce soir, l'introduction aux loisirs inclusifs.
Euh, Tout d'abord, les obligations légales. On va parler un petit peu des lois. On ne va pas les étudier, je vous rassure. Je veux simplement que vous sachiez qu'elles existent. Alors, quelles sont ces fameuses lois? Il y a les lois mondiales. Une loi mondiale, en fait, c'est la Déclaration des droits des personnes handicapées. Au niveau canadien, puis là, je suis certaine d'entre vous, là, vous savez toutes les dates à laquelle là, elles ont été mises en vigueur. Là. Ça, c'est pas mon côté, je ne les sais pas. Mais au niveau du Canada, nous avons la Charte canadienne des droits et libertés. Puis il y a aussi la loi canadienne sur l'accessibilité. Au niveau du Québec, c'est la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Je pense que tout Québécois connaît cette fameuse charte. Puis en 2004 est arrivée la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ce que je veux que vous reteniez ici, euh, c'est pas d'apprendre ces lois-là, mais sachez qu'elles peuvent vous être utiles. Si vous avez envie de mettre en place des actions, ces lois-là, elles peuvent être des arguments pour vous quand vous allez faire peut-être des demandes de subvention pour justement mettre en place des adaptations pour être justement plus inclusif. Fait que vous pouvez aller jeter un petit œil sur ces lois-là puis les utiliser à bon escient. Alors, j'ai un scoop pour vous ce soir. Ça ne sera peut-être pas un très grand scoop. Je ne suis vraiment pas une experte de l'histoire. Mais vous, oui, c'est tout à votre avantage. Vous êtes des professionnels de l'histoire. Vous maîtrisez votre sujet. Fait que je suis certaine que vous saurez comment développer l'inclusion dans votre milieu parce que vous connaissez déjà bien votre milieu. Avec les petits trucs et astuces qu'on va pouvoir discuter ce soir, vous allez pouvoir justement jumeler ces connaissances-là, puis partir puis développer justement là, votre petit côté plus inclusif au niveau des sociétés d'histoire. J'ai maintenant une question pour vous. C'est la grande question. Non, avant ça, on va parler handicap, situation de handicap et besoins particuliers. Voici ma question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un handicap? Selon vous, je ne vous demande pas nécessairement de répondre, mais posez-vous la question à vous, tentez d'y répondre. Qu'est-ce qui peut déterminer qu'est-ce qu'un handicap? Est-ce qu'il y a une temporalité? Est-ce qu'on est avec? Est-ce qu'un handicap peut apparaître tout d'un coup? Je vous laisse réfléchir pendant quelques secondes. Puis je ne vous donnerai malheureusement pas la réponse tout de suite. On va la voir au fil de la soirée. Alors, avant de se rendre à notre fameuse réponse, on dit quoi? Bien, on dit tout ce qui est dans l'encadré bleu. On peut dire personne handicapée. On peut dire personne en situation de handicap. On peut dire personne à mobilité réduite. On peut dire personne ayant des incapacités. Personne ayant des besoins particuliers, personne à limitation fonctionnelle. Ce qu'on ne dit surtout pas, ces gens-là, eux autres, puis les handicapés. Ce qui est important de retenir, c'est vraiment l'utilisation du mot personne. Une personne aveugle, une personne sourde, une personne autiste. Nous, ici, à la QLPH, on utilise majoritairement le terme personne handicapée. À partir de dès maintenant, vous êtes coincé, vous allez devoir utiliser le bon vocabulaire, retenez simplement le mot personne, puis avec le mot nécessaire, mais personne handicapée, c'est parfait. Saviez-vous que, est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 8 millions de personnes de 15 ans et plus qui ont déclaré avoir au moins une incapacité? Les données sont de 2023. C'est une hausse de 4,7 par rapport aux données de 2017. Aussi, saviez-vous que le taux d'incapacité augmente avec l'âge et que ce sont surtout les femmes, et ce de tous les groupes d'âge, qui sont plus susceptibles d'avoir une incapacité? Je vais vous présenter un petit vidéo. Je vais devoir sortir de là ici pour aller ici. C'est un petit vidéo qui va introduire la prochaine partie
pour la soirée. Bonjour, je me nomme Joséphine et j'ai un handicap. Le modèle de développement humain, processus de production du handicap, ou le MDH-PPH2, vous amènera à voir que ce n'est pas que mon handicap qui limite mes activités courantes ou ma participation sociale. Dans la vie de tous les jours, il y a interaction entre des facteurs propres à ma personne, comme mon handicap, mes aptitudes ou ma personnalité, et des facteurs de l'environnement, comme les préjugés face à mon handicap ou l'absence d'adaptation dans l'environnement. C'est le bris d'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs de l'environnement qui mène à la situation de handicap. C'est donc important d'identifier où sont les obstacles qui mènent à une situation de handicap et d'agir sur ceux-ci. Le MDH-PPH2 est donc un modèle positif qui ne place pas la responsabilité du handicap que sur la personne, mais bien sur l'interaction entre la personne et son environnement. Et maintenant, c'est à vous d'agir pour être un agent d'intégration. Retourner à la présentation. Je vous présente le fameux MDH-PPH. C'est le modèle simplifié. Comme il a été dit dans la vidéo, on a les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, l'interaction entre tout ça, puis les habitudes de vie. C'est un monsieur qui s'appelle Fogueroyas qui a développé ce modèle-là en 2010. Je vais peut-être faire mal à vos yeux en changeant de diapositive. C'est le modèle complet du fameux chercheur Fogueroyas. Dans le fond, dans celui-là, on voit, là, oui, il est plus complet, il est plus complexe aussi à première vue parce qu'on y retrouve là, dans chacune des sphères là, un second niveau. Comme dans les facteurs personnels, il y a bien sûr les facteurs identitaires, les aptitudes, les systèmes organiques. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est des facilitateurs ou est-ce que ça peut être des obstacles pour la personne? C'est la même chose au niveau environnemental. Est-ce que le micro, qui est le personnel, le méso, qui est au niveau comme plus communautaire, puis le macro au niveau sociétal, est-ce que c'est des facilitateurs ou est-ce que c'est des obstacles? Au niveau des habitudes de vie pour les activités courantes ou encore pour les rôles sociaux, est-ce que la personne vit des situations de participation sociale ou encore des situations de handicap? Ça a l'air un peu compliqué tout ça, mais on va simplifier les choses, inquiétez-vous pas. Je vais mettre la diapositive de l'exemple. En fait, une situation de handicap, là, comme ça le disait un peu plus tôt, ça se produit lorsqu'une personne ne peut pas réaliser son habitude de vie à cause de l'environnement. Ce que vous pouvez faire, c'est justement tenter de réduire les obstacles afin de permettre au plus de personnes possible de réaliser leurs habitudes de vie. On va y aller ici avec l'exemple. On a Nicolas qui a des besoins, lui, quant à la communication. Soit de comprendre les mots, puis les situations qui sont un peu plus complexes. Nicolas va à la bibliothèque municipale parce qu'il veut s'abonner. La personne à l'accueil, à la bibliothèque, elle lui donne des consignes qui sont simplement verbales. On a un problème. On a un problème parce que Nicolas, il ne peut pas la faire, sa démarche pour obtenir sa carte de bibliothèque parce que les consignes verbales, ça ne lui convient pas, et qu'il est complètement dénué devant ça. Il se retrouve à ne tout simplement pas pouvoir aller à la bibliothèque municipale. Ce qu'on peut lui offrir, c'est tout simplement un support visuel. Donc, un simple formulaire en exemple, quelque chose qui est déjà rempli. Lui, il va pouvoir l'utiliser pour faire sa demande. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé justement sur les facteurs environnementaux
pour qu'il puisse faire en sorte de réaliser son habitude de vie. Donc, si son habitude de vie, elle est corrigée parce qu'on a agi sur le facteur qui menait à sa situation de handicap, ben, Nicolas ne vit pas son handicap. Il fait son habitude de vie de tous les jours comme une personne moldue qu'on aime appeler chez nous, une personne qui vit sans handicap. Je vous donne un autre exemple. Une maman en fauteuil. Sa maison est adaptée, son véhicule est adapté, est capable d'aller travailler, est capable d'aller mener ses enfants à l'école. Elle ne vit pas de situation de handicap. La petite famille décide d'aller souper au restaurant un samedi soir, arrive à un restaurant, il n'y a pas de rampe. Il n'y a pas de rampe d'accès. Donc, elle ne peut pas aller à ce restaurant-là. Donc, notre maman, elle est en situation de handicap. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de petits carrés pour quelque chose qui est vraiment pas si compliqué que ça. Notre fameux chercheur s'est rendu compte que son modèle était peut-être un peu complexe, qui a tenté de le simplifier, qu'on va parler de l'accès inclusif. Alors, voici son nouveau modèle, un modèle en 5 carrés. D'un côté, on a la disponibilité. La disponibilité, c'est l'existence, la durée, la modalité pour la fréquentation, l'utilisation, puis la compréhension d'une activité. Dans le fond, est-ce que le type d'activité, elle est offerte proche de la personne? Est-ce que la durée et l'horaire lui convient? On a souvent comme préjugé que les personnes handicapées ne travaillent pas, donc ils sont disponibles de jours, de semaines, mais c'est faux. Il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui ont un travail, qui ont une vie tout à fait dans les standards de monsieur, madame, tout le monde moldu qui vivent sans handicap. C'est de s'assurer qu'on offre aussi des activités qui sont hors travail, c'est-à-dire en soirée ou encore les fins de semaine. On a maintenant l'accessibilité aussi, juste à côté. C'est l'état physique, la localisation, la distance, puis les normes de conception universelle. C'est-à-dire, est-ce que la personne, c'est facile pour elle de se rendre à l'endroit? Est-ce que ça lui prend un transport adapté? Est-ce qu'elle peut le faire en transport en commun? Toutes ces choses-là, c'est à valider pour se rendre à l'activité. Est-ce que ça lui prend 3 heures de transport en commun? Sinon, c'est pas viable. L'accessibilité, c'est la conception universelle aussi des bâtiments. Est-ce qu'il y a une rampe d'accès? Est-ce qu'il y a des portes automatiques? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a aussi des salles de bain ou un endroit pour se changer si c'est nécessaire selon l'activité qui se passe? Au niveau de l'accessibilité, c'est ce qu'on regarde. Pour l'acceptabilité, c'est les attitudes, les valeurs et les compétences des acteurs envers la diversité des utilisateurs. Est-ce que l'endroit où la personne se rend, est-ce que l'équipe, elle est sensibilisée à un type de clientèle diversifiée? Est-ce que si c'est des bénévoles, c'est la même chose? Est-ce que ces bénévoles-là sont sensibles à cette clientèle? Est-ce qu'ils le savent qu'ils peuvent avoir une clientèle, accueillir une clientèle diversifiée? Puis, dans la bâtisse, on parle autant des gens à l'accueil que jusqu'à aller à monsieur, madame concierge là, qui fait l'entretien du bâtiment. Je vous rappelle que dans chacune de vos régions, il y a des formateurs, donc n'hésitez pas à aller regarder là, nos instances. Ils peuvent vous donner des formations supplémentaires si vous en avez besoin. Il ne faut pas se gêner, ils sont là pour ça. On a aussi le niveau abordabilité. C'est bien sûr le coût associé là, pour l'usager, puis la collectivité. Abordabilité, c'est il faut prendre en compte est-ce qu'on a besoin de développer des installations pour permettre à la population, voyons, je m'excuse, je perds mes mots, leur permettre d'avoir accès à la bâtisse ou peu importe, est-ce qu'il y a des modifications à faire
Est-ce qu'il y a du matériel à acheter? Vraiment tout au niveau des coûts. Si au niveau des coûts, on se rend compte qu'avec tous ces changements-là, la personne qui veut participer à l'activité va devoir payer un coût qui est exorbitant, qui est vraiment trop élevé, ben, c'est pas abordable pour cette personne-là, mais c'est peut-être pas abordable non plus au niveau société de dépenser autant d'argent. C'est très dommage. On souhaite jamais se rendre là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'on essaie de mettre en place, si c'est vraiment trop dispendieux, puis qu'en bout de ligne, euh, ça devient impossible de participer à un coût raisonnable, ben, on est mieux peut-être de ne pas aller de ce côté-là. Finalement, si on travaille sur ces quatre dimensions-là, soit la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et l'abordabilité, euh, on en résulte l'utilisabilité, euh, qui est la représentation là, du niveau de facilité, d'efficacité et de satisfaction selon les capacités ou les préférences. Donc, si tout a été mis en place, la personne aura envie d'y participer. Ce sera facile pour elle aussi de se rendre. Elle va vivre une belle expérience, puis c'est une expérience qu'elle voudra aussi répéter. Si on prend ces éléments-là et qu'on les transpose dans notre fameux MDH-PPH, on obtient ceci. Donc, au niveau des facteurs personnels, il n'y a pas de changement, habitude de vie non plus. Au niveau des facteurs environnementaux, vous allez retrouver disponibilité, accessibilité, acceptabilité et abordabilité, et ce qui va nous donner la belle utilisabilité dans tout ça. Fait que tout est dans tout, comme on dit, tout ça se rejoint. Fait que de votre côté, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est vraiment les facteurs environnementaux. Vous pouvez pas changer les facteurs personnels d'une personne. De toute façon, on ne se lancera pas dans ça. Ça va être beaucoup trop complexe. Vous pouvez pas faire autre chose que de travailler les facteurs environnementaux pour justement aider les personnes handicapées à avoir de jolies habitudes de vie. Ceci dit, l'expérience inclusive de loisirs maintenant. Les chercheurs, ça se parle pas. Hein? On en a la preuve ici. Dans le fond, le MDH-PPH est plus axé sur le handicap dans la vie en général. Ce modèle-là, l'expérience inclusive de loisirs, a été fait ici au Québec en 2015, puis elle a été vraiment axée sur le concept de loisir. Si on regarde chacune des bulles qui sont en interaction, on ramène notre fameuse accessibilité qui est dans le bleu moyen, là, c'est la bulle de gauche qui dit accéder aux sites d'activité ou aux équipements requis de loisirs permettant une pratique signifiante, répondant aux désirs et aux aspirations. Pour la partie qui est bleu foncé, c'est comprendre et pratiquer une activité de loisir significative qui mobilise ses potentiels. Je vous donne deux, trois exemples pour celui-là. Un peu moins en lien avec l'histoire, mais tout de même. Une personne qui a une situation de handicap, elle veut faire du ski alpin. Il y a différentes façons de faire du ski alpin, même en situation de handicap. Euh, Cette personne-là se rend dans un centre de ski et la seule offre qu'on lui fait, c'est l'utilisation d'un tandem. Donc, la personne est toujours accompagnée pour descendre les pentes. Ça ne veut pas dire que parce que cette personne-là, est une personne à mobilité réduite, qu'elle ne peut pas faire du ski toute seule. Il y a aussi d'autres équipements qui permettent aux gens qui sont plus téméraires, qui sont plus à l'aise de faire du ski alpin sans accompagnateur. Si cette personne-là, elle sait qu'elle est capable, mais quand elle arrive, parce que la personne à l'accueil a peut-être un préjugé, puis qu'elle lui offre toujours le tandem, ben, notre skieur va arrêter de faire du ski parce que ça ne répond pas à son besoin. On n'est pas à l'écoute, puis on ne va pas au niveau de son potentiel. On en a des athlètes qui sont des athlètes paralympiques, mais c'est exactement la même chose.
Si un moldu comme nous, on s'en va faire une randonnée en quelque part, qu'on arrive en gougoune à l'accueil, ils nous regardent les pieds, ils vont peut-être se dire comme oh, je ne donnerai pas la randonnée la plus difficile, je lui en parlerai pas parce que visiblement, je vois qu'elle ne porte pas les bonnes chaussures. Ben, pour nous, qui est peut-être un, une personne super en forme qui a vraiment besoin de défis, mais peut-être que nos bottes ou nos chaussures de marche, nos bâtons, notre sac sont tout simplement dans notre véhicule. Ça, la personne ne les voit pas. Encore là, on a un petit préjugé. Euh, c'est d'y aller vraiment, tu sais, de votre côté. euh, Ça va être de valider les niveaux, puis les différents niveaux, puis les intérêts. Euh, est-ce que votre offre, euh, est-ce que votre offre elle répond aux besoins de la personne? Est-ce que c'est un niveau qui lui permet de se dépasser? Si vous- c'est sûr que je connais moins bien vos sujets, mais si, par exemple, on parle au niveau de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et que j'ai absolument aucun intérêt, mais que ce sujet-là, on dit qu'il est plus facile, ben peut-être que j'aurais pas envie de rester parce que le sujet ne m'intéresse pas. Fait que c'est de prendre le temps de voir justement les intérêts puis ce qui mobilise cette personne-là. Au niveau de la sphère bleue pâle, celle qui est dans le bas, c'est entrer en relation d'une façon significative puis avoir des interactions positives réciproques avec les autres participants. On parle ici là, de l'acceptabilité pardon, de la diapositive là, juste un petit peu avant. Euh, c'est sentir que tout le monde a sa place puis que chacun est bien accueilli, qu'on soit, peu importe l'humain qu'on est, d'avoir des interactions positives. Euh, c'est toujours agréable. Si vous êtes mal accueilli quelque part, vous n'aurez pas envie d'y retourner. C'est exactement la même chose pour une personne qui vit avec un handicap. Ces trois sphères-là travaillent ensemble pour nous donner l'expérience inclusive de loisirs. Ça nous donne quatre éléments qui sont à prendre en considération. Puis ce sont l'environnement humain, l'environnement physique et matériel, pardon, la modalité d'animation et de fonctionnement, et bien sûr, la personne. Excusez-moi, une petite hydratation était nécessaire. On va prendre le temps de regarder quelques principes d'intégration, inclusion et de programmation inclusive. Qu'est-ce que tout ça, ça mange en hiver? En fait, l'intégration, c'est le participant qui est intégré dans l'activité régulière, mais celui-ci doit s'y adapter à l'aide de moyens mis en place spécifiquement pour lui dans le but qu'il évolue comme les autres. Si on parle d'inclusion en loisirs, c'est le milieu qui s'adapte aux besoins du participant afin que celui-ci là, vive une expérience qui est équivalente. Puis la programmation inclusive, c'est d'agir en amont pour répondre à un plus grand nombre de besoins sans se concentrer sur le besoin spécifique, pardon, en tenant compte des différentes capacités. Ce que ça vient à dire, en fait, on peut, je m'excuse, j'ai un petit blanc. Oui, en fait, c'est un exemple que je voulais vous donner. Au niveau de l'intégration puis de l'inclusion, je vous donne l'exemple suivant. Une personne qui va à la bibliothèque qui a une déficience visuelle. Parfois, les caractères peuvent être petits. Cette personne-là, si elle est en intégration, elle va apporter elle-même sa loupe à la bibliothèque pour s'assurer d'être capable de faire la lecture des petits caractères. Si on est en inclusion, il va déjà y avoir des loupes à la bibliothèque qui vont être mises à sa disposition. Je ne suis pas en train de dire que l'inclusion, c'est toujours 100% mieux. L'intégration, ça peut parfois aussi être correct. Euh, mais dans le meilleur des mondes, c'est vraiment de réfléchir en amont plutôt que d'être en réaction face aux besoins des personnes handicapées. Je vous mets cette image-là, puis je vais prendre
quelques secondes, vous la laissez réfléchir. Ici, je vous demande la différence entre égalité et puis équité. Puis même, parce que tout le monde est présent, est-ce qu'on on est beaucoup en ligne? On est 8 en ligne. D'accord. Est-ce que tu auras envie de voir s'il y a des gens qui veulent se lancer, ouvrir les micros, puis s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur la différence entre égalité et équité? Il y a des gens qui se sentent à l'aise, gênez-vous pas, ouvrez vos micros. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi utiliser le Ah clavardage. oui, le clavardage. Isabelle Rigaud de la Maison des Cageux? Je ne sais pas si vous vouliez parler. Ah. Entendez? Oui, oui, Isabelle. OK. Ben, un gros merci pour la super formation. J'ai envie de dire équité, égalité. Égalité, c'est offrir, je dirais, la même chose à tous les gens indistinctement. Et équité, pour moi, c'est justement moduler l'approche pour permettre à différentes personnes de finalement de bénéficier d'un service, par exemple. Donc, j'ai envie de dire ça comme ça. Je sais pas mon message se reçoit bien, là, comme je vulgarise, mais c'est un peu ça. C'est comme ça que je le vois. C'est excellent. En fait, là, si on regarde les deux images qu'on a, la ligne du haut, on a une personne en fauteuil, on a une personne qui est visiblement quand même assez très grande, puis on a aussi un jeune enfant là, au bout à droite. À ces gens-là, on a tous offert le même vélo. On voit que la personne en fauteuil ne peut pas l'utiliser, que l'enfant rejoint visiblement pas les pédales. Je suis pas certaine qu'il va avoir du plaisir longtemps. Puis pour la personne trop grande avec le dos courbé, c'est pas optimal non plus. L'équité, c'est de fournir le bon matériel à la bonne personne avec un vélo qui est adapté, la personne qui peut pédaler avec ses mains, notre monsieur géant en deuxième place, avec un vélo plus grand, va se sentir plus à l'aise. Puis le jeune enfant, là, au bout à droite, avec un vélo aussi qui est à sa taille, ben, va pouvoir réaliser son activité avec plaisir et bonheur. Fait que tout ça, c'est optimal. Puis ça donne vraiment envie à la personne de refaire l'activité, étant donné que c'est pas un échec sur toute la ligne au départ. Je vous mets une deuxième image. On ramène encore l'égalité et l'équité, mais on ajoute aussi l'inclusion. L'égalité, on le voit bien là, pour l'image de gauche. Chaque personne a une caisse là, ou une marche. On voit visiblement que la personne de gauche n'en a pas besoin, mais pour l'enfant qui est à droite, il ne voit pas plus le match j'imagine que c'est du soccer qui est en train de se dérouler. Au niveau de l'équité, ben, on offre deux marches pour l'enfant pour qu'il puisse voir, une marche pour la personne au centre. Mais en inclusion, ben, on s'est assuré tout simplement que peu importe la grandeur, les gens vont bien voir. On a retiré cette espèce de clôture. Comme ça, ben, on est vraiment inclusif. On n'a pas besoin de fournir des caisses. De toute façon, si on avait eu 50 personnes trop petites, est-ce qu'on aurait eu assez justement de ces petites marches-là pour fournir à tout le monde en amont plutôt que d'essayer de combler un problème à chaque personne qui a besoin d'une marche? Bien, on a tout simplement retiré la clôture qui bouchait la vue. Puis comme ça, ben, tout le monde peut bien voir. Fait que des fois, ça peut être juste des choses qui sont si simples pour permettre justement une meilleure inclusion. Je suis vraiment allée vite. Un petit bout de conclusion, outils et période de questions. Votre rôle à vous dans tout ça? Vous faites quoi maintenant à partir d'aujourd'hui ou de demain? En fait, je vous invite à continuer de démystifier l'inclusion. Faut retenir que accommoder, ça veut pas dire tout changer.
Il faut agir sur les obstacles. Il faut commencer par les repérer. Euh, Ces petites choses-là, ces petites actions que vous allez faire, ben, elles vont faire la différence dans la vie des citoyens. Puis c'est comme ça que vous allez devenir un agent de changement. Euh, J'aurais dû mettre cette diapositive-là. Oui, exemple qu'on prend une rampe d'accès ou encore une porte automatique. Euh, la porte automatique, elle est nécessaire pour certaines personnes. Elle peut être drôlement pratique pour, euh, pour une maman avec sa poussette, par exemple. Une personne qui s'est cassé une jambe, qui est en béquille, sa situation ne va pas durer toute sa vie, mais elle est drôlement pratique. Euh, Nous qui avons les mains pleines de sacs, d'y aller, d'appuyer avec notre coude sur le bouton pour que la porte ouvre, on la trouve aussi drôlement pratique. Fait que voilà, c'est des petites choses qui font souvent une grande différence. Je vous donne aussi des petites pistes. Quand vous êtes en contact avec une personne qui vit avec un handicap, ben, c'est de lui demander euh, de vous indiquer c'est quoi la meilleure façon pour l'aider. De ne pas nécessairement tout faire automatiquement à sa place, mais de leur demander, as-tu besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui serait pratique pour toi? Traitez bien sûr la personne avec dignité. Je pense que ça, qu'on ait un handicap ou pas, c'est quelque chose d'important dans la vie. Continuer d'être respectueux, puis aussi d'être prêt à nous adapter aux différentes situations puis aux différents besoins. Euh, de prendre le temps de mijoter. Des fois, c'est de le prendre en note, d'en discuter avec d'autres, plutôt que d'être en réaction. Il faut aussi reconnaître que des fois, il va falloir prendre peut-être un peu plus de temps pour fournir un service à une personne handicapée, puis aussi de s'assurer de répondre correctement à ses besoins. Encore là, on a deux oreilles et une bouche, donc écouter deux fois plus que de parler. C'est à ça que ça sert, deux oreilles, de la laisser nous communiquer ses besoins. D'écouter aussi réellement ce qu'elle nous dit, cette personne-là. De garder un contact visuel sans nécessairement la fixer, de faire en sorte que la personne se sente à l'aise et de rester calme et professionnel là, devant des situations qui sont des fois peut-être des fois peu courantes. Un processus de bonification, c'est bien sûr, vous pouvez privilégier les actions qui sont déjà mises en place. Plutôt des fois que de s'éparpiller un peu partout, ben, c'est de se faire peut-être un petit plan, de miser sur des valeurs sûres. C'est aussi croire que vous pouvez agir sur l'inclusion. C'est un pas à la fois. C'est la technique de l'éléphant. Je suis certaine que vous connaissez cette expression-là, cette question-là. Comment on mange un éléphant? Et c'est une bouchée à la fois. D'essayer de tout faire en même temps, c'est jamais optimal, on se perd. C'est vraiment de bonifier en amont avant que l'obstacle se présente. En faisant ça, bien, inévitablement, ça va réduire une pression de la multiplication des interventions qui sont individualisées. En regardant plus large au niveau des besoins, en faisant des petits changements, ben, inévitablement, ça va moins rebondir à la pièce. On est moins en réaction. Ça, on peut tomber au niveau de l'ajustement, puis ça se fait plus doucement, plus dans le calme et la joie et le bonheur. J'avais envie de vous parler aussi, ça existe, nous avons créé une roue des variables inclusives. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux roues qui sont une par-dessus l'autre. Il y a un petit guide d'utilisation qui vient avec ça. Si vous désirez avoir des roues, vous pouvez nous écrire. Elles sont disponibles au coût de 5 Dans le fond, cette roue-là, ça nous permet d'adapter soit une activité ou encore une programmation.
C'est un peu un deux en un. Euh, on a les sphères, là, justement, d'environnement, la personne, tout ça. Puis, on peut vraiment, ça nous donne vraiment des astuces là, pour voir qu'est-ce que je peux adapter, soit dans ma programmation ou encore tout simplement dans mon activité. Si vous fouillez un petit peu sur notre site Internet, vous allez la retrouver. Je pourrais peut-être l'ajouter aussi dans le courriel que je vais vous envoyer suite à la rencontre, là, le petit lien là, pour la roue. Je ne suis pas certaine si on l'a mis dans la boîte à outils. Hum, Peut-être que vous la connaissez, la fameuse carte accompagnement loisir, on l'appelle, son petit surnom, c'est la CAL. Je sais que Jean devrait aussi vous partager une information le plus complète que le petit survol là, que je vais faire ce soir. En fait, la CAL, c'est une carte qui peut être demandée par une personne handicapée. C'est pas tout le monde qui peut en avoir une, même avec un handicap. C'est quand même bien. Il y a des preuves à fournir, là. C'est pas distribué comme ça, comme bon nous semble. Donc, la personne fait sa demande de carte. Quand elle la reçoit, si elle va dans un des partenaires de la carte accompagnement loisir, ce que ça lui offre, en fait, c'est l'entrée gratuite pour son accompagnateur. Donc, exemple, moi, j'ai besoin d'un accompagnateur parce que je suis une personne aveugle, puis je peux pas j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me diriger. Moi, je vais payer mon entrée chez le partenaire. Puis, la personne qui m'accompagne, elle va avoir l'entrée qui est gratuite. Vous pouvez devenir partenaire. Les événements peuvent devenir partenaires de la carte accompagnement loisir. C'est vraiment là, ouvert à toutes les sphères du loisir, que ce soit des lieux touristiques, que ce soit pour le culturel, sportif. On a plein de beaux partenaires dans plein de régions différentes. Le site web de la CAL, il est pas sexy pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'adaptation visuelle, mais il a été conçu là, pour justement les personnes. C'est vraiment fait pour un site pour les personnes avec des besoins particuliers. Fait que ne soyez pas trop méchants si vous visitez ce site-là. Il est vraiment optimal pour les gens avec des besoins visuels. Fait que voilà, en gros, c'est ça. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations dans le petit document que Jean va joindre au courriel qui va vous être envoyé. Sinon, vous pouvez fouiller aussi le site de la CAL si vous avez envie de voir quels sont les partenaires. Là, je connais plus ceux qui sont en Mauricie parce que c'est ma région, c'est plus facile pour moi mais il y en a vraiment partout. C'est vraiment on travaille fort là, sur ce beau projet-là. Pour terminer, je vous pose une question. Vous n'êtes vraiment pas obligé de répondre. J'ai juste envie là, de faire germer des idées dans votre tête à partir de maintenant là, puis, ou de demain, si vous voulez dormir là-dessus. Quel premier geste concret vous pourriez faire pour l'inclusion des personnes handicapées dans votre milieu? C'est la perche que je vous lance. S'il y en a qui ont envie de se lancer, gênez-vous pas, vous pouvez l'écrire, vous allez pouvoir ouvrir votre micro, mais je vous oblige pas. Vous pouvez garder votre petit jardin secret, je vis bien avec ça. Pour aller plus loin, boîte à outils, là, comme on l'a déjà dit, vous allez recevoir dans le courriel cette fameuse boîte-là. Ce qui va être dans la boîte à outils, c'est les références qui sont en lien avec la formation de ce soir, là, le fameux monsieur Fougueroyas avec son MDH, PPH, là, puis différentes choses. Fait que vous allez pouvoir continuer de démystifier l'inclusion en cliquant. Ça va vous amener sur les aux bons endroits. Il y a aussi des liens là, qui traitent d'accessibilité. On a aussi mis les liens pour les autres formations qui sont offertes, oui, par la QLPH, mais qui sont généralement aussi offertes dans chacune de vos régions par le biais de nos instances régionales.
Et aussi, dans le courriel, vous allez avoir un petit sondage de satisfaction à remplir si vous le voulez bien. On apprécie quand même beaucoup avoir les commentaires. Avec le PowerPoint, vous allez retrouver aussi notre courriel si vous avez besoin de nous écrire, si vous avez des questions plus spécifiques ou encore le téléphone. Sachez qu'on est 2 personnes à répondre à ce poste-là. Il y a aussi Marie-Michel, ma collègue directrice à la formation, qui répond à ce téléphone-là. Si jamais vous voulez me parler vraiment juste à moi, ben, sachez qu'elle peut y répondre elle aussi. Ne soyez pas surpris. Je vous laisserai poser vos questions. Peut-être si vous avez besoin de revenir sur peut-être des bouts de la formation, peut-être des sujets qui sont peut-être flous pour vous, gênez-vous pas, c'est le temps. Et je vous jure que si jamais j'ai pas une réponse à vous donner, je prends votre question en note, puis je vais pouvoir faire parvenir la réponse ou un lien pertinent à Jean qui pourra vous transmettre le tout par la suite. Je vais Merci enlever, beaucoup, Julie. oui, Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, peut-être même des cas pratiques qui vous chicotent dans vos propres pratiques. mhm, Euh, Est-ce que, je sais qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent être, c'est certain que quand on n'a pas cette habitude de penser en termes d'inclusion, on n'a pas forcément en tête les organismes qui peuvent être présents, notamment la QLPH ou les relais régionaux que peuvent être les URLS. Je sais qu'il y a parfois, il y a assez fréquemment des programmes de soutien, des programmes de soutien, de visibilité de ces efforts-là. Tu as parlé de la carte accompagnement loisirs. Je sais que l'an dernier, il y a eu une très belle campagne, une très belle oui, source de financement population active qui venait avec quand même de mhm. conséquentes pour faire des aménagements pour justement accueillir du public handicapé. Est-ce qu'il y a il y a quand même, en plus de la valeur heuristique générale, de la valeur bienveillante générale envers la population, il y a quand même un intérêt à faire ces ajustements en amont et à les penser parce qu'il peut y avoir, bien sûr, il y a des enjeux de se mettre aux normes, d'entrer dans le cadre juridique que tu nous expliquais, avec cette option que c'est un argument supplémentaire pour faire un beau projet qui va durer et qui va être accessible au plus de monde possible, qui va bénéficier au plus de monde, mais il y a aussi de l'argent Pardon. il y a aussi de l'argent pour accompagner ces démarches-là. Est-ce qu'il y en a souvent? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Population Active soit renouvelée ou d'autres programmes équivalents, d'autres choses à surveiller dans les différents ministères ou pouvoirs publics? On se croise toujours les doigts. On souhaite toujours que ça revienne. C'est mon collègue Frédéric qui s'occupe plus de cette partie-là. Population active, c'est pas toujours en vigueur. C'est vraiment d'essayer de se tenir au courant. Vous pouvez vous inscrire à notre infolettre aussi pour avoir cette information-là. Vous inscrire aux infolettes de vos instances régionales aussi. Parce que vous pouvez passer par eux pour avoir des fois des sous pour aller justement développer, de manger votre éléphant une bouchée à la fois. Mais c'est ça, c'est vraiment oui, il y en a, ça existe. Je vais être franche, je ne les connais pas tous par cœur. Je max formation mes 40 jours présentement. Mhm. Mais oui, ça existe. Ça existe. Puis, des fois, il y a des années où il y a moins de demandes. Fait que ça peut être avantageux. Il y a aussi au niveau des bâtiments, je ne sais pas si vous connaissez Kéroul. Mhm. Eux autres aussi existent. Nous, on axe vraiment plus sur le loisir. Kéroul est au niveau des infrastructures. Fait que ça peut être un autre lien intéressant aussi à aller fouiller pour. Tu sais, je connais pas leur offre par cœur, je l'avoue, mais c'est quelque chose qui peut être exploré aussi. Vos instances régionales, je le dis, je le renomme, sont vraiment là vos régions sont là pour vous accompagner, là. Oui, puis il y a parfois de manière générale, il y a des choses qui passent par les URLS ou bien qu'elles en soient Oui. les porteuses ou qu'elles fassent juste le relais, autant que possible la fédération elle-même,
Quand il y a des choses Mhm. qui peuvent bénéficier aux membres dans cet aspect-là, on le relaye dans nos réseaux d'infolettres. Mhm. C'est sûr qu'il y a c'est un chantier colossal, mais petit bout par petit bout, comme la technique de l'éléphant. On y arrive. Exact. Puis il y a des soutiens. Euh, moi, je trouvais ça très intéressant, je dis, parce que dans la conception la première approche, ce serait des mesures de compensation, des mesures de, oh, cette personne est dans une situation de handicap qui l'empêche d'assister à notre activité. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir en compensation? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir à la place d'eux? Puis c'est un gros problème Mm. pour notre milieu parce qu'on parle notamment en termes de bâtiments, en termes d'accessibilité des lieux, accessibilité physique des lieux. On parle de vieilles maisons patrimoniales qu'on peut difficilement aménager parce qu'il y a d'autres lois qui l'encadrent. On parle de sous-sols d'églises qui Mm. sont prêtés par la municipalité. On parle de locaux qui sont loués et qui sont prêtés justement. Donc il y a tout cet enjeu de compensation. Mais ce que tu as apporté ce soir, c'était très important de dire, OK, au lieu de chercher des compensations, quand on fait des nouveaux programmes, quand on fait de nouvelles activités, comment on peut le penser pour être déjà tout prêt avec cette idée que ça bénéficie dans l'optique d'inclusion à un type de handicap, un type de situation particulière, mais à long terme, c'est le cas des portes ouvrantes, c'est le cas des rampes, c'est le cas pardon, des bateaux sur Je les vais, bords. je Il y a vais, je vais faire du pouce là, sur des fois, oui, la construction de la rampe, là, ça peut être un peu plus complexe. Des fois, c'est déjà quand même un peu accessible. Il y a aussi des fois, on n'a pas d'ascenseur, on n'a pas de place pour mettre un ascenseur. C'est un gros chantier. Par contre, il y a des chaises. J'ai vu ça je suis une scout depuis l'âge de 12 ans et mon local scout où j'ai grandi, maintenant, c'est doté d'une chaise qui permet d'asseoir une personne, de lui faire monter ou descendre les escaliers. Oui, ça coupe un peu l'escalier, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui s'installe, fait que c'est une belle alternative. On n'a pas dénaturé l'endroit. Comme j'expliquais un peu plus tôt, on n'est pas obligé de tout changer, mais il y a tellement d'équipements qui existent aujourd'hui que des fois, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui peut être fait, puis de simplement s'informer, puis de fouiller un petit peu pour, pour regarder qu'est-ce qui peut être utilisé dans notre bâtisse sans justement tout défaire, tout briser son essence. Là. C'est ça, c'est de prendre le temps de démystifier les choses. Puis, c'est ça, d'écouter les personnes qui ont ces besoins. C'est sûr que par défaut, des activités les excluent, mais justement, comment on va rejoindre ces personnes-là sans que ce soit la personne handicapée de référence? Est-ce que c'est des ressources que peuvent offrir la QLPH de dire on a ce problème-là qui se présente dans notre édifice ou dans notre local? Euh, Quels seraient les ajustements qu'on pourrait faire en un temps, à moyen terme, puis à long terme, comment on peut penser à modifier cela? Est-ce que tu parles plus de la promotion au niveau de l'activité Pas de la ou... promotion, mais mettons, moi je veux aménager, j'ai un site patrimonial, je veux l'aménager, mais je ne sais pas par où commencer. Puis j'ai pas cette référence dans mon entourage, j'ai pas des gens qui ont des handicaps qui les, Mm. qui m'amèneraient moi-même à me dire, OK, bah, la solution, elle est dans ce genre de choses, ou j'ai vu que dans tel endroit, on avait fait quelque chose. C'est ce genre et d'expertise et d'expérience que pourrait avoir la QLPH avec des ressources conseils, mettons. Oui, puis encore plus vos instances régionales. Mhm. Vos instances, dans le fond, euh, nous, on est en haut, puis les instances régionales sont vraiment là pour répondre à vos besoins dans les régions. Si eux ont peut-être pas la ressource, ben, des fois, c'est chez nous qui viennent, on,
on partage l'information. Tout le monde, on travaille tout le monde dans le même sens. Mais c'est plus facile pour vous, dans chacune de vos régions, d'aller vous informer. Ils sont là pour vous répondre. Ça dépend des régions. Parfois, la personne qui s'occupe du loisir des personnes handicapées est dans un URLS, mais vous avez le même service que si c'est une ARLPH là, qui n'est pas jumelée à une URLS. Là, tout le monde fonctionne. C'est ça, vous allez avoir les mêmes services partout. Excellent. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat ou en présence? Ouais, en as-tu vu? J'ai rien vu passer, mais je vais laisser encore un peu de temps. Puis sinon, je vais tranquillement conclure. Ne prenez pas ça pour un adieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je remercie une dernière fois, Julie. Merci beaucoup. Plaisir. Puis vous recevrez dans quelques jours, effectivement, toute la base documentaire qui a servi à cette présentation et qui va l'alimenter. On a un merci de la Kepa. Qu'est-ce que je disais? Et puis, oui, pardon, j'étais perdu. Merci la Kepa. Voyons, oui, on se retrouve lundi pour une rencontre sur le patrimoine alimentaire. Vous voyez tu vois qu'on fait feu de tout bois. Le patrimoine et la culture culinaire plutôt que la gastronomie, c'est comme le terme le plus large. Tu tombes dans mes goûts, là. Viens avec nous, on casse la croûte ensemble en dîner causerie. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. J'aime ça, ce sujet-là. Je t'enverrai l'info. Oh oui. Et notre prochaine formation va être sur la commémoration et le patrimoine commémoratif OK. en février, 22 février. Donc, on vous attend. Merci beaucoup à tout le monde. On a des merci dans le chat, c'est parfait. Oui. Merci d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jean. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Bienvenue.